présente donc Yves Saint-Charles, je m'occupe au sein de la DMAE, hein, donc c'est la direction de la maintenance aéronautique qui appartient au ministère des Armées. L'idée c'est de vous présenter un peu la mission, les enjeux du MCOA, donc la maintien en conditions opérationnelles donc aéronautiques, le MCO, les enjeux, le processus du stock, et puis de dire en quoi un outil comme les processus des DMRP et l'outil comme Intuiflow présentent un intérêt, et en faisant un focus, alors qui me paraissait, alors on pourrait s'étendre beaucoup, mais faire un focus particulier sur la notion de data, qui pour moi est absolument centrale, la notion de KPI, on en a parlé ce matin, donc c'est bien, mais je montrerai aussi que l'essentiel de la valeur ajoutée qu'on amène aujourd'hui, c'est autour des KPI, le pilotage des indicateurs, et puis évidemment la notion de prévision. Alors, le maintien en conditions opérationnelles, une définition classique, hein, c'est toutes les activités qui concourent donc à assurer la maintenance de nos aéronefs. C'est extrêmement varié. Alors, ce qui est important, c'est bien de se dire qu'on achète un Rafale ou on achète un Tigre, un hélicoptère, c'est une partie qui est entre 20 et 30% et 40% maximum. Le coût d'acquisition, c'est pas l'essentiel des coûts. L'essentiel des coûts, c'est justement le pilotage du MCO avec tous les moyens, la réparation, les infrastructures qui sont nécessaires pour gérer le processus de maintenance. Alors, nos avions en France, effectivement, on a évidemment les avions de chasse, tout ce qui est support, toute la partie école avec la 400M, les hélicoptères, donc ça c'est plutôt la partie armée de terre. Qu'on voit beaucoup plus dans les circonstances actuelles, mais qui est sous la responsabilité de la DMAE, c'est à la fois les systèmes de communication qui font partie intégrante de l'action de la DMAE, donc la notion de bulle. On entend peu parler effectivement en ce moment, notion de bulle électronique qui permet effectivement de se protéger, et puis surtout la notion d'armement sol-air. On a un peu entendu parler des Mamba, qui sont sous notre gestion et notre responsabilité. On entend aussi parler, et c'est la responsabilité de la DMAE, toute la partie drone, qu'on sait effectivement, c'est la forte tendance actuelle. Mais on gère aussi tout ce qui est matériel lié au mouvement des aéronefs, aux opérations, c'est-à-dire les camions de pompiers, c'est-à-dire les tracteurs pour bouger les aéronefs, etc., etc. Donc il y a quand même pas mal de matériel concerné. Donc la DMAE, donc ses objectifs, essentiellement les objectifs de la DMAE au sein du ministère des Armées, c'est d'améliorer la performance du MCO, donc en termes d'efficience et le coût-délai, c'est d'assurer, les besoins des états-majors, notamment être au rendez-vous des opérations, parce qu'il faut que les avions volent, et si on a besoin de les faire voler, que ce soit au niveau national, mais de se déployer en opération, on a besoin, la DMAE a la responsabilité de mettre en œuvre, s'il faut déployer 3 Rafales demain en Roumanie, effectivement, c'est d'amener ces avions, mais aussi de ramener tout ce dont on a besoin pour assurer la maintenance aéronautique et les stocks concernés. Donc il y a un point qui est important, c'est toute la partie système d'information qui est au cœur de la mécanique et de la performance, on va le voir. Et ensuite, le maintien de la navigabilité, ça paraît important, mais un point qui est extrêmement important, c'est compte tenu des enjeux qu'on va voir tout à l'heure, c'est clairement, il y a la partie innovation. Et si je suis aussi là, c'est aussi de dire il faut intégrer effectivement une couche innovation, que ce soit dans les SI, que ce soit dans les process, ou que ce soit sur la partie technique, impression 3D, etc. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Alors, notre positionnement, on est présent principalement à Mérignac, donc près de nos usines, fabrication du Rafale notamment, mais près de nos clients, nos fournisseurs principaux, Thales aussi. Donc, on va voir à peu près tous les fournisseurs. Donc, une action logistique importante. On a quasiment 310 000 mètres carrés en France pour répartir toutes nos activités. C'est 3 milliards de paiements, c'est 1400 personnes. C'est beaucoup une action contractuelle, on délègue énormément et on pilote, on a vraiment une action de pilotage contractuel, d'organisation. C'est pratiquement 300 000 heures de vol réalisées par nos avions. Et puis, ce qui est le plus important et qui explique
effectivement l'importance du stock, l'importance du pilotage et d'optimisation de stock, c'est de se dire c'est l'importance de la valeur des stocks aéronautiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les stocks aéronautiques en France, c'est un des plus gros budgets de l'État. Donc c'est les plus grosses immobilisations de l'État. Est-ce que quelqu'un a une idée du stock des rechanges aéronautiques en France? Dites un chiffre. Dites un chiffre. Combien? 2 milliards. Combien? 5? 3? On a 20 milliards d'euros de stock. Dans le monde, il y a très peu, il n'y a pas d'entreprise qui a 20 milliards d'euros de stock, ça n'existe pas. Alors évidemment, on parle des Russes, les Américains ont 10 fois plus, mais il n'y a pas de structure. La DMAE gère le plus gros stock de l'État français, une des plus grosses immobilisations de l'État français après son parc immobilier. 60 milliards d'euros, c'est le patrimoine aéronautique et, en ce qui nous concerne, c'est 20 milliards d'euros de rechange. Ça coûte très cher, les avions, ça coûte très très cher à entretenir, c'est un budget énormissime, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se payer ça. Voilà. Donc il faut savoir que quand j'ai dit ça, et je le dis quasiment tous les jours à mes équipes, vous êtes assis sur 20 milliards d'euros de stock. Donc on est déployé dans tout un tas d'endroits, notamment effectivement, j'allais dire, dans les endroits où on a des OPEX. Et la capacité de projection, il faut savoir que l'armée française est une des meilleures armées dans le monde, mais elle a une vraie capacité de déploiement que beaucoup d'armées, je parle de l'armée allemande notamment, n'a pas. Voilà. Donc on a vraiment une vraie technique, une vraie ingénierie, une vraie capacité, une vraie j'allais dire, spécificité dans le monde pour ça. On est une des seules armées qui intervient régulièrement. Alors, dans notre organisation, on dépend de l'état-major des armées qui définit les stratégies et les objectifs. Et derrière, évidemment, on est au service de l'armée de l'air, la marine, etc. Dans toutes les armées, il y a des aéronefs qui volent. On travaille beaucoup avec les organisations internationales. On fait partie de l'OTAN, donc il y a des programmes internationaux. Et dans la pilotage logistique, on travaille énormément avec eux. Avec la DGA, la Direction Générale de l'Équipement, qui, elle, a la responsabilité de construire les programmes, avec les industriels notamment, et donc c'est eux qui génèrent les programmes et qui nous les livrent pour pouvoir les entretenir. Et puis on travaille beaucoup avec une instance interne, un organisme interne, le SIAE, qui est notre, j'allais dire en interne, notre maintenancier. Voilà. Et évidemment, les industriels, dont il y en a certains ici, les Thales énormément, donc les Airbus, beaucoup, les Dassault, etc. Il faut savoir que le ministère des Armées est le premier ministère de l'industrie. On finance énormément, effectivement, nos industriels. Et donc, de cette stratégie, on va en déduire, effectivement, une politique de stock. On va en déduire une politique. Donc, la stratégie se décline au niveau de la DMAE. On va dire, voilà, pour atteindre les objectifs, des contrats d'objectifs qu'on a avec les armées, avec un nombre de vols, etc., et on va décliner effectivement des besoins de stock et on va calculer et on va demander les financements aux états-majors. Alors, les spécificités du MCO aéronautique. 1, on est interarmé. 2, vous avez compris que c'est hyper coûteux, c'est luxueux. Alors, une petite anecdote, la Cour des comptes qui vient nous voir régulièrement, je les vois en audit à partir de septembre. À un moment donné, pour savoir si une pièce, un joint, surtout un boulon, est un peu trop cher, sa référence à un moment donné, c'était le poids de l'or. Voilà. Si ça dépasse le poids de l'or, c'est quand même vachement cher votre truc. Ça donne un petit exemple. Ensuite, il y a une notion d'équilibre curatif et préventif, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des plans d'entretien, donc on va effectivement planifier de la maintenance, et puis après, on a aussi assuré les pannes, donc réparer, j'allais dire, c'est la partie curative. Donc, lorsqu'on est en prévision, on doit intégrer effectivement cette notion de planification et de la notion de curatif. Deuxième chose, c'est qu'on a un parc qui est 2200 appareils, mais c'est des petites flottes très 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 spécialisées, donc un impact logistique important parce qu'on a beaucoup besoin de stock, notamment sur la partie missionnelle.
Deuxième chose, on est vraiment dans des sujets politiques. Il n'y a pas Airbus dans le coin, mais la première fois que j'ai assisté à des réunions chez des industriels, avec le général qui cherchait la supply chain, on a été visiter Airbus du côté d'Istres. Ils ont commencé à nous recevoir très 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 bien, vraiment franchement. Par contre, ils ont commencé à dire, vous savez, on va vous présenter quelque chose, mais on l'a présenté il y a 2 semaines au ministre. Bienvenue, mais de toute façon, on a négocié déjà avec le ministre les conditions. Bon, voilà, ça donne un peu d'ambiance. Et il faut savoir que la DMAE, donc le président de la République, a défini un certain nombre de règles. Vu les montants concernés, un certain nombre de décisions lui revient directement, et notamment la stratégie de la DMAE sur la verticalisation, on en parlera tout à l'heure, ça a été décidé en très 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 haut lieu. Donc, un des sujets qui impacte beaucoup le MCO aéronautique et qui impacte notre logistique, c'est les délais d'appro. Donc on n'est pas à 15 jours d'appro, on a des matériels comme les pales d'hélicoptères en composite, c'est quasiment 36 mois de délai entre le moment où je passe la commande et le moment où je vais les recevoir. Donc effectivement, c'est relativement long. On a des TAT, donc turnaround time, c'est au moment où j'envoie des matériels et je les récupère en réparation, peuvent être des fois de 12, 13, 15 mois. Donc on est vraiment dans des logiques très longues. On a du slow moving. En clair, les profils de vente sont beaucoup des profils à très faible consommation, très forte valeur. On a des références qui tournent tous les 10 ans, tous les 12 ans. Quelquefois, donc ça il faut le prendre en compte. Et puis on a aussi des MOQ très élevés des fois, donc qui expliquent un des points importants, c'est qu'on a des stocks de matériel obsolète qui sont très importants. Je ne dirais pas le nombre de milliards d'euros qu'on a en matériel obsolète, matériel tout neuf, mais qu'on va démanteler, parce qu'effectivement on a des MOQ élevés, mais aussi on est dans un domaine qui évolue énormément technologiquement. Donc le Rafale d'il y a 15 ans n'a rien à voir avec le Rafale d'aujourd'hui. Donc on est encore en train de monter en gamme toute la technologie, radar, etc. Donc ça évolue énormément. Donc derrière, on a en logistique une forte obsolescence. On a beaucoup de systèmes d'information. Donc ça, c'est compliqué en termes de supply chain. Et donc on a été obligé de monter tout un tas d'outils pour piloter, consolider l'information. Et puis l'autre chose qui impacte beaucoup, j'allais dire, notre planification d'organisation de la supply chain, c'est le turnover. On est à l'armée, donc moi je reçois à partir de septembre quasiment 30% de mes effectifs partent et 30% des effectifs reviennent. Et globalement, ce sont des gens qui sont des mécaniciens, officiers mécaniciens, etc., qui, la logistique, la supply chain, SNOP, etc., ils n'y connaissent rien. Mais le principe est, vous devez être félin manœuvrier, donc souple félin manœuvrier, c'est l'expression, vous vous adaptez et vous devez devenir logisticien assez rapidement. Et puis dans 3 ans, quand vous avez monté en compétences, on passe à autre chose. Ça, c'est hyper compliqué. Et une des raisons pour lesquelles d'avoir un système comme un Tuflo, effectivement, qui soit accessible, vite monté en compétences, facilement implémentable, une des raisons que ce type d'outil-là correspond effectivement à ce dont on a besoin, c'est aussi pour les questions d'effectifs. Donc ça ne changera pas, c'est une des conditions importantes. Alors juste une petite planche aussi pour dire que les stocks, on a parlé beaucoup de stocks. La problématique, c'est que nous, on a des stocks, le stock de cycle, c'est plutôt dont on parle. Après, on a des stocks de théâtre, on a des stocks du Charles de Gaulle, on a des stocks de guerre, des stocks gelés, etc. Enfin, il y a des stocks de forte intensité, etc. On a des problématiques de stock qui sont spécifiques à nos métiers. L'idée, c'est d'être hyper réactif, d'hyper résilient, et ça se prévoit. Donc ça, ces notions de stock-là, ça ne dépend pas de nous, c'est des calculs faits par nos experts pour anticiper les guerres, anticiper les risques, etc. Donc c'est tout ça pour dire que la notion de stock est hyper structurée, hyper compliquée, et elle recouvre des besoins différents. Les objectifs qui sont les nôtres en interne, c'est d'acheter mieux évaluer les besoins, de la prévision, de la planification, optimiser les approvisionnements, acheter moins. Ça, on va consolider les stocks. On a toute une logique de consolidation, de regroupement des stocks, d'optimiser effectivement les déploiements de stocks, d'optimiser les flux de génération. Vendre l'inutile, c'est pas neutre.
parce que j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques milliards d'euros dont on va se débarrasser, on va acheter, on va les jeter. Donc, ça encombre pas mal nos entrepôts. Donc, on a un vrai processus de pilotage du démantèlement. C'est une vraie organisation logistique. Et ensuite, être plus réactif. Et donc là-dessus, on a tout un tas d'indicateurs de pilotage qui vont permettre, et tout un tas d'outils qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs, et notamment cette fameuse roue de l'approvisionnement dont je parlais tout à l'heure, avec une dynamique d'amélioration continue, et pour pouvoir alimenter ces budgets, ces disponibilités, c'est ça l'objectif, la disponibilité de nos aéronefs, réduire les charges de fonctionnement, on met en place des outils, on met en place des compétences supply chain et une organisation qui va bien. Alors, je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais on a justement des politiques, on a parlé tout à l'heure de gérer plus en centrale, d'optimiser un stock commun. Donc, on déploie les stocks de manière structurée, on concentre les ressources, parce que les ressources sont critiques. On est en train de se dire qu'il y a certains matériels qui valent entre 500 et 600 000 euros. On ne peut pas en acheter autant qu'on souhaiterait. Donc le budget est contraint, donc ce sont des ressources critiques rares, et il faut les gérer, les positionner, améliorer effectivement les délais de retour des OPEX, etc. Donc il y a toute une logique logistique à mettre en œuvre. Et puis ensuite accélérer les flux logistiques parce que le temps c'est de l'argent et c'est des stocks. Alors sur la partie des DMRP, on voit bien par rapport à ce que je viens de dire là, la disponibilité des aéronefs, la maîtrise des coûts. D'augmentation, la DMRP, c'est d'augmenter le niveau de service, ça m'intéresse. De mieux positionner nos stocks, même si on a mis en place des outils, il faut l'automatiser très bien. De gérer les budgets, nos budgets, il faut qu'on négocie en haut lieu, donc ça c'est un point aussi important. La performance, on l'a compris. Et puis la notion d'intuitivité, d'ergonomie, essentielle pour nous dans notre contexte. Alors je voulais vous passer un film, on va peut-être le passer après. Pour expliquer un peu le flux à travers un marché. On va avancer. Alors, je voulais faire un focus, on ne peut pas traiter tous les sujets en termes de supply chain, mais faire des focus sur ce qui me paraît hyper important. Le premier point important, c'est la donnée. La donnée, on a 4 axes. Donc, au niveau de la logistique, la supply chain, on a l'hypercube de données, la plus importante au moins de la DMAE, parce qu'on a besoin d'informations contractuelles très importantes liées au TAT, etc. Le TAT, c'est le dimensionnement des stocks. Donc, je parle des délais, les lead time. La technique, on est dans un sujet hyper technique. Un avion, vous imaginez bien, un aéronef, en général, c'est hyper compliqué, c'est énormément de composants, et donc on est clairement dans une dominante technique qui impacte énormément la logistique. Et la partie comptable, qu'on appelle gestion de biens chez nous, on a des restitutions à faire, et notion de stock, etc., c'est tout un sujet hyper important. Au cœur de tout ça, on a plus de 600 000 NNO. NNO, c'est une référence OTAN. C'est-à-dire qu'entre tous les membres de l'OTAN, on parle le même langage de référence, avec des familles d'articles pour l'interchangeabilité et l'interopérabilité de nos matériels. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on a quasiment 1,6 million d'articles à gérer. Ce qui est important sur la criticité, c'est qu'on a 80% de consommables, de matériel joint, scotch, par exemple, des huiles et autres, et 20% de matériel effectivement qui sont réparables. Or, le réparable, c'est ce qui coûte le plus cher et c'est ce qu'il faut optimiser en termes de stock. Et ce qui est important aussi, c'est la multi-applicabilité. C'est en clair, c'est un matériel qui est utilisable sur plusieurs aéronefs. Toute la pertinence de la logistique, c'est justement de gérer cette multi-applicabilité. Alors, je vais aller un peu vite. Donc, le premier point qui est important pour nous, c'est la qualité de la donnée. En clair, et je le dis tous les jours, alors ça c'est vrai, les gens qui travaillent avec moi, ils savent que dès que j'arrive le matin, je ne passerai pas midi sans le dire, c'est de dire effectivement, la data c'est le plus important, et on peut avoir les meilleurs outils qu'on veut, c'est sheet in, sheet out, c'est que vous avez des mauvaises données, vous aurez une mauvaise performance derrière. Donc ça, c'est extrêmement important, la qualité des données. Donc l'outil, que ce soit un Twiflow ou que ce soit un autre outil, clairement, 3 choses importantes en supply chain, en MCO aéronautique, c'est la data, la data, la data. Data, l'accessibilité, la visibilité des données, d'aller récupérer les données. Donc on a tout un tas de projets Artemis, Poseidon pour aller consolider la donnée.
Ensuite, la data, c'est tous les outils qu'on va avoir pour nettoyer la donnée, mais c'est immense. C'est un boulot de fou, hein. Franchement. Donc avec des règles de gestion, etc. pour améliorer. Et puis ensuite, la data, la valoriser à travers la business intelligence. On parlera tout à l'heure de ClickSense. Et puis deuxième chose, c'est piloter les flux. C'est une usine à gaz hein, d'organiser les flux logistiques de la MCO aéronautique. Alors, je vais donner quelques exemples de typologie de flux. On en est là. Donc, le clair, si on n'a pas des processus informatisés où on sait où on va, etc., c'est extrêmement compliqué de pouvoir s'y retrouver. Alors, dans ce magma-là, alors j'aime bien ce graphique parce que ça permet de voir un peu justement quels sont les outils qu'on va utiliser. Donc, la segmentation, c'est de dire chaque point représente un article. Vous avez un indice de criticité synthétique de l'article, plus ça on monte, plus effectivement c'est critique, et puis derrière sa valeur unitaire. Et on s'aperçoit que tout ce qui est bleu, c'est du consommable, donc c'est pas hyper critique, et puis j'allais dire ça coûte pas très cher, et globalement des outils comme un Twiflow peuvent apporter un intérêt dans l'automatisation, j'allais dire dans la fiabilisation des calculs, etc. Et plus on va monter, plus on est dans des réparables compliqués, complexes, qui sont avec des calculs, des règles de gestion qui sont de plus en plus complexes, jusqu'à arriver, donc on va mettre en place des outils qui sont totalement segmentés en fonction de l'utilité, de la pertinence du matériel. On va arriver jusqu'au point les plus hauts, où on a des modules moteurs, notamment effectivement à plus de 500 000 ou 600 000 euros la pièce. Donc là, du coup, c'est une manière de segmenter notre portefeuille et d'y adapter les outils qui vont bien. Ce que je voulais aussi rajouter c'était de dire que moi je fais toujours le lien avec le niveau de service et j'allais dire le coût et le coût du stock. Clairement, lorsqu'on est dans un niveau de service qui n'est pas très bon, on a une expertise très locale. Là, on en est effectivement au fait de dire on va standardiser, automatiser, fiabiliser avec des règles standards. Donc ça, Twiflow représente cette partie de la situation. Et puis derrière, on sait très bien que les derniers points à gagner sont extrêmement compliqués. Et là, clairement, on a clairement besoin de systèmes beaucoup plus experts, d'intelligence artificielle, d'outils de maintenance prédictive, etc. Donc là, au fur et à mesure des stades d'évolution de maturité, nous on est plutôt là, et bien effectivement, on commence à développer ces systèmes experts qui font gagner quelques points, mais vous avez bien compris que quelques points en supply de MCO, c'est quelques milliards. Donc le point important, du coup, c'est le stock, au cœur de la mécanique et le process, la partie prévision. Donc on a mis en place des moteurs d'alerte pour alerter effectivement les ruptures notamment. Alors ça, j'ai mis quelques exemples d'outils qu'on a développés aussi en interne. Donc on a besoin d'industrialiser et de rendre ça beaucoup plus robuste sur les analyses de stock, les simulations. On a un point très important sur la partie simulation. Vous avez compris qu'on fait beaucoup de simulations en interne. Les diagnostics de stock, la partie prévision, la partie collaborative, etc. Je ne rentre pas trop. Un des points qui me paraît hyper important, c'est qu'on ne traite pas un article comme un autre. C'était mon message d'origine. C'est-à-dire qu'on a créé une sorte de notion de signature statistique des articles en fonction de son prix, de sa fréquence, sa stabilité, son délai, des délais longs ou délais courts, de criticité. Et en fonction de sa signature statistique, on définit effectivement des règles de gestion qui sont différentes. Donc on est vraiment, ce qui me paraît hyper important dans notre logique, c'est pas de traiter tous les articles de la même façon, de la même logique, c'est vraiment d'avoir une vraie grosse segmentation avec des politiques bien différenciées. Alors évidemment, entre les profils prévisibles, erratiques, intermittents, etc., on aura des gestions différentes. On a parlé de variabilité, de coefficient de variabilité, oui, d'erraticité. Donc je ne traite pas un article que je consomme tous les jours, les boulons, les vis, comme un article effectivement réparable qui vaut 500 000 euros ou 200 000 euros et qu'on va consommer, je veux dire utiliser une ou deux fois par an. On a créé aussi un certain nombre d'algorithmes, de modèles spécifiques à partir notamment du modèle de Croston. On l'a étudié depuis longtemps. On s'est fait aider par mon ami, effectivement, M. Bourbonnais. Quelqu'un connaît M. Bourbonnais ? Quand même. M. Bourbonnais, pour moi, c'est le pape de la prévision en France. Mais ouais, mais on le voit encore.
Bon, il est venu nous voir plusieurs fois pour nous aider à construire les meilleurs modèles et à les bouger un peu. Donc, on a une définition, effectivement, en fonction des profils, quels sont les modèles qu'on va prendre. Un point important aussi, c'est le nettoyage des historiques. Notamment, on a mis en place avec lui des algorithmes avec le boxplot, effectivement la boîte à moustaches, etc., pour pouvoir identifier. C'est une vraie problématique et ce qui est souvent une problématique technique. Ces points qu'on filtrés. Il y a aussi une problématique en termes de prévision, c'est toutes les variables exogènes. Lorsque un avion va multiplier par 2 ses heures de vol, vous imaginez bien qu'il y a un impact, une corrélation extrêmement forte avec les consommations et les stocks qu'on doit positionner. Quand vous avez une flotte qui va arriver d'hélicoptères qui s'appelle le HIL, on va en démarrer avec 5-6, on va terminer avec une cinquantaine, il va falloir augmenter les stocks au fur et à mesure, effectivement, de la mise en œuvre de ces nouveaux avions. Donc on a des variables exogènes extrêmement structurantes sur l'évolution des flottes. Et aussi, et on parle de ça, c'est sur la décroissance des flottes. Donc on a l'Alouette, un hélicoptère qui se termine, le Lynx aussi, et 2-3 ans avant, on commence à se dire combien on va enlever et donc quel est l'impact sur les stocks. Parce que si on ne fait pas ça, derrière, vous avez aussi quelques centaines de millions d'euros de stocks qu'on aura commandés à ce niveau-là et qui ne seront plus du tout utiles. Donc ça, c'est un impact hyper important. Autre sujet qu'on a bien développé, y compris avec Régis Bourbonnet, c'est toute la qualité des prévisions, avec un cycle effectivement d'amélioration de ces qualités de prévision. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail, mais effectivement, on a une logique de rythme d'approvisionnement, disponibilité. Ce qui est hyper important, c'est la notion de comment positionner les stocks au bon endroit vers les maintenanciers. On a un indicateur de satisfaction des sites de maintenance. Alors, je voulais aussi insister aussi sur le sujet des KPI, parce que pour moi, c'est au final l'essentiel de mon travail, c'est de regarder des KPI avec un control tower, c'est d'analyser tout un tas d'indicateurs, on est avec SurClick, c'est d'expliquer les tendances et de mettre derrière des actions correctives et derrière de voir les impacts de ce que l'on fait. Je regarde de l'heure. Alors, donc un des indicateurs importants, ce qu'on appelle nous la roue de l'approvisionnement, c'est justement décliner la qualité du stock. Là, on est en surstock, là, on est en rouge, et derrière, le décliner avec tout un tas d'indicateurs qui vont nous permettre d'ajuster. Je redécline un peu plus cette roue de l'approvisionnement en contre réparable, mais surtout avec une notion qui est importante, c'est la contractualisation. Un matériel qui n'est pas contractualisé a des délais beaucoup plus longs et beaucoup plus critiques qu'un matériel qui est contractualisé où je vais pouvoir livrer plus rapidement. Alors ça, c'est un sujet aussi important, c'est un graphique, mais qui, sur clic, on a vraiment une vraie puissance. Moi, j'adore le Power BI, je ne sais pas, mais en clair, c'est plus qu'un outil de business intelligence. Il y a des fonctionnalités de type write back qui permettent d'interagir avec l'indicateur. Et le fait de saisir des informations, on va pouvoir capter ces informations-là pour alimenter aussi nos systèmes d'information en termes de référentiel et de pilotage. Là, en clair, vous avez effectivement un certain nombre l'évolution des stocks et des ruptures. Vous avez ici ce qui est hyper important, l'impact de ces ruptures sur les AIMP. AIMP, c'est un avion indisponible pour manque de pièces. En clair, on n'a pas fait notre boulot, les pièces n'étaient pas là, l'avion est bloqué, et ça coûte cher. Il y a une vraie corrélation. Donc là, l'outil, l'indicateur pour l'animateur logistique, il va pouvoir te dire, si tu fais rien, voilà l'augmentation de tes ruptures. Et voilà les actions que tu as menées, qui devraient effectivement donc te permettre de rester dans une zone acceptable. Et donc, il y a, bon, je ne vais pas montrer derrière, mais il y a tout un processus où il peut intervenir, saisir, on va lui faire des prévisions, lui faire des propositions d'achat, etc. Donc, des indicateurs sur clic qui sont explicatifs. On n'a pas mal d'indicateurs, voilà. Alors, je voulais parler, mais on n'a peut-être pas le temps, de dire aussi, après, il y a la culture du changement, qu'on apporte des choses, on est un peu comme partout, alors ça fait penser à une réflexion que j'ai eue hier, c'est vrai qu'on apporte tous ces outils-là, il est important d'assurer la culture du changement. Voilà. Bon, je ne parlerai pas des autres sujets, mais bon, c'était un peu les sujets de développement technique. Voilà. C'est super. On ouvre les champagnes. On a vu le coucher chocolat, on s'est à peu près.
On a vu un environnement totalement différent aujourd'hui. Les appros, du coup, ça dépend un peu du nombre d'heures de vol, je pense, de la flotte. Comment vous avez ce retour du nombre d'heures réelles de vol qui fait que vous allez réactualiser On a déjà, on sait la projection, on a un contrat d'objectif, opération que l'EMA, l'état-major des armées, nous dit voilà, moi je veux faire voler mes rafales tant d'heures, tant d'heures, tant d'heures. Donc on a un plan, donc on les intègre. Et ensuite, dans nos systèmes d'information, de toute façon, toute heure de vol est stockée et je les connais et je les récupère toutes les infos. Une petite question, les méthodes de prévision que vous utilisez, c'est au niveau de l'unité. Est-ce que vous avez développé des méthodes qui puissent le faire en panier ? Alors, honnêtement, c'était le travail avec Régis Bourbonnet. Je l'ai fait intervenir spécialement pour ça, parce que moi j'ai essayé de le faire moi-même, je n'y arrivais pas à construire des familles et d'agrégations pour désagréger, etc. Parce que, bon, j'en ai pas dit, mais la grosse problématique, on a énormément d'erratiques, et le but c'était de consolider pour lisser un peu l'erraticité. Il n'y est pas arrivé. S'il n'y est pas arrivé, c'est que j'y arrive pas. C'est une usine à gaz et c'est pas fiable. D'autres questions? Est-ce que vous faites régulièrement des partages d'expériences comme ça dans les industries ou pas? Alors, l'info, c'est que de toute façon, on est en phase de verticalisation, c'est-à-dire qu'en clair, nos industriels qui sont là, l'État nous a demandé de leur confier de plus en plus les clés du camion, on va dire ça comme ça. Donc le rôle de notre service ingénierie, ça va être beaucoup plus de justement d'aller les voir, pour discuter avec eux, de voir et d'avoir une démarche d'amélioration continue et d'échanger beaucoup plus. Mais nos industriels, pour dire tout à fait clairement, le but pour eux, c'est pas toujours d'échanger, on peut dire la réalité des choses, parce que on a le droit de le dire, parce qu'on va manger, on est la vache à lait quand même. Hein. Bon. L'État est une sacrée vache à lait. Hein. Mais bon, ça fait partie du deal, hein. Ça fait partie du deal et effectivement de privilégier nos industriels. Mais c'est là où, quand je dis que c'est politique, ça se chiffre, on le sait. Hein. Et j'adore mes industriels, hein, préférés. On s'aime beaucoup, hein. Vous pourrez continuer.